Célébrer ce jeudi la fête de l'Ascension au Sénégal. L'ensemble des paroisses l'ont vécu dans la ferveur. Nous irons à l'église des martyrs de l'Ouganda. Conseil interministériel sur le pèlerinage à la Mecque. Le gouvernement annonce plusieurs mesures dont la réduction des coûts. La réunion a été présidée hier par le Premier ministre. Et puis sur l'international, une grande première en France avec l'adoption d'une charte de déontologie, un document paraphé par tous les ministres du nouveau gouvernement. La fête de l'Ascension célébrée ce jour par l'Église du monde entier, l'Église catholique du monde entier. L'ensemble des paroisses l'ont célébrée avec ferveur. Illustration par exemple à l'Église des martyrs de l'Ouganda où la messe de 18h30 a été dite par l'abbé Nazer Diatta qui a appelé les fidèles catholiques à un retour à la foi en s'inspirant des enseignements de cette fête. Adam Ndion. Elle se fête chaque année 40 jours après Pâques, un moment de ferveur religieuse et d'élévation de la foi chrétienne, l'Ascension ou le jour où Jésus-Christ est monté au ciel pour s'asseoir aux côtés de son Père selon l'Église catholique. Du point de vue biblique, quand on parle d'ascension, on parle de montée aussi, mais de montée du Christ vers son Père. Il est venu du Père, il rejoint le Père. Alors dans l'épître aux Philippiens, le chapitre 2, il est question de kénose, c'est-à-dire de l'abaissement, de l'anéantissement de Christ. Avec tout ce qu'il avait comme sagesse, avec tout ce qu'il avait comme titre, il s'est vidé lui-même pour pouvoir partager tout cela avec l'homme. Ici, à l'église des martyrs de l'Ouganda, cette messe de 18h30 est une occasion de chanter et de célébrer la montée du Christ au ciel. Tout un symbole, une occasion pour les fidèles catholiques de s'inspirer des enseignements de cette fête. Chrétien vient de Christ. Nous sommes des autres Christ. Et nous voulons épouser le style de vie du Christ. C'est-à-dire le chrétien, quand il dit je suis chrétien, il dit je suis chrétien pour faire comme le Christ, imiter le Christ, suivre les pas du Christ. Alors les chrétiens sont appelés parce que le Christ il dit non, ne levez plus les yeux vers le ciel. Regardez vers les réalités d'en bas. Regardez les tâches à accomplir, les responsabilités à accomplir. Et la tête sur les épaules. Soyez serein et lucide devant les événements. Alors vous allez triompher et c'est l'amour qui vous aidera à triompher du mal. Pour les chrétiens, Jésus-Christ, le Sauveur, est monté au ciel et les fidèles sur terre chantent sa gloire. Des chants et des prières à l'unisson pour le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Parlons maintenant du pèlerinage marial de Popenguine. L'édition 2012 sera célébrée les 26, 27 et 28 mai prochains. Pour la réussite de l'événement, les organisateurs et les autorités compétentes ont pris toutes les dispositions. Le responsable de la manifestation revient sur les innovations de cette année. Abbé Dominique Stanislas Mendy, propos recueillis par Claire Diop. Nous allons au pied de Marie à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus, sa mère nous envoie à Jésus. Marie nous envoie à Jésus. Et le pèlerinage, on peut dire qu'il commence théoriquement le samedi 26. Le matin, il y aura une célébration à Popenguine. Dans l'après-midi, le Saint-Sacrement sera exposé. Et à 18h, il y aura déjà une célébration eucharistique à la basilique. Ensuite, il y aura une grande veillée avec les scouts, les 2000 scouts qui sont attendus à Popenguine. Ça, c'est pour le samedi 26. Le lendemain, dimanche 27, une messe à 7h le matin à la basilique mineure. Et ensuite, nous aurons une messe solennelle au sanctuaire de plein air. C'est une célébration à laquelle nous invitons tous les fidèles. Dans la soirée du dimanche, les scouts auront leur messe, comme de coutume, à 18h, avec le aumônier, l'abbé Jean-Luc Ndour. Et la nouveauté de cette année, pour le dimanche soir, à partir de 21h, nous aurons une veillée et une grand-messe solennelle qui sera présidée cette année, c'est une première, qui sera présidée cette année par Monseigneur Paul Mamba, nouvel évêque de Ziguinchor. Nous invitons vraiment tous les jeunes à venir fêter et à accueillir Monseigneur Paul Abel Mamba et à faire, dire, exprimer une belle action de grâce pour le choix de ce pasteur qui nous est donné
pour l'église locale de Ziguinchor. C'est une belle première. Et nous terminerons la soirée avec la procession habituelle dans les rues de Popenguine. Le lendemain, le 28 mai, à 6 h le matin, nous avons la messe à la basilique. Sera animée par Jeune Espérance. Les étapes du pèlerinage, la confession avant d'arriver ou à Popenguine. Deuxième étape du pèlerinage, participer à l'Eucharistie. Il y a des messes, plusieurs messes qui sont offertes. Participer à l'Eucharistie. Troisième étape, se mettre devant le Seigneur pour l'adorer. Quatrième étape du pèlerinage, c'est un pèlerinage marial. Nous rendre au pied de Marie, à la grotte, à la basilique. Lui dire, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, pour que tous soient un. Ce thème est tiré de l'évangile de Saint Jean au chapitre 17, verset 21. C'est la grande prière de Jésus, qu'on appelle encore la prière sacerdotale, pour que tous soient un. Parlons maintenant du pèlerinage à la Mecque. Le gouvernement est en train d'étudier les prix, donc possibilités de baisse et services de qualité. C'est ce qui est ressorti du conseil interministériel présidé hier par le Premier ministre. Le conseil s'est également penché sur le cas des missionnaires dont le nombre sera revu à la baisse. Cheikh Bamba Gueye. Pour éviter les erreurs et les manquements des éditions précédentes, le Premier ministre a jugé indispensable de convoquer très tôt tous les acteurs du pèlerinage à la Mecque. Le nombre de missionnaires pléthorique, l'encadrement des pèlerins, leur prise en charge, tout a été passé en revue. D'emblée, le gouvernement annonce la rupture. Nous sommes entendus pour un encadrement médical de premier choix, un encadrement médical choisi par le ministère de la Santé. Un encadrement administratif qui n'est pas un encadrement de prestige ou de sponsoring, comme cela a été le cas pendant longtemps, où des personnes ne connaissant pas le circuit, ne présentant aucune aptitude particulière à soutenir et à assister les pèlerins, étaient sur des listes émergentes et étant payés. Nous sommes en train d'étudier la structure des prix. Une consultation sera faite vis-à-vis d'avionneurs de qualité pour avoir le meilleur prix possible. Au cours de cette rencontre, le cas des voyagistes privés n'a pas été occulté. Des problèmes existent aussi à ce niveau. Manque d'expérience et mauvaise volonté conduisent souvent à un ratage. De ce côté-là aussi, le gouvernement enclenche des mesures drastiques. Il va falloir les astreindre à davantage de rigueur. Il en est qui soient très fantaisistes. À ceux-là qui sont nouveaux, il va leur être imposé la présentation d'une caution de garantie de bonne exécution ou d'une garantie de bonne exécution qui est de 10 millions de francs CFA pour un quota de 100 pèlerins pour ceux qui ont l'expérience et de 20 millions de francs CFA pour un quota de 100 pèlerins pour ceux qui viennent d'arriver. Cette année, le gouvernement se veut intransigeant pour un bon déroulement du pèlerinage à la Mecque. Le ministère de tutelle annonce déjà qu'aucun manquement ne sera toléré. Traditionnellement célébrée le 1er mars, la journée mondiale de la protection civile a été exceptionnellement organisée ce 16 mai dans notre pays. Le calendrier de la présidentielle de 2012 est passé par là. L'innovation de cette édition, l'organisation d'une foire de 3 jours sur la protection civile. Ibrahim Andaoud. Dans la pure tradition républicaine, la police et le groupement national des sapeurs-pompiers rendent les honneurs à leur ministre de tutelle. Pour la circonstance, la population de Guédiawaye a largement fait le déplacement, occasion saisie pour revenir sur les accidents domestiques. Selon les statistiques de la direction de la protection civile, les accidents domestiques causent chaque année de nombreuses victimes qui décèdent ou gardent des séquelles irréversibles. Vous me permettrez donc d'en citer pour les plus répandus: les incendies, les incidents du gaz butane et ceux dus à l'électricité, les intoxications alimentaires, les chutes et les brûlures. Par ailleurs, il importe de souligner les dangers auxquels les populations sont aussi exposées, à savoir les risques naturels comme les inondations, l'érosion côtière, les noyades, les risques technologiques, le transport des matières dangereuses, les risques industriels et surtout les effondrements d'immeubles. Pour une lutte efficace contre ce phénomène, les femmes leaders de la banlieue comptent jouer pleinement leur partition. Les femmes leaders vont lutter contre les accidents domestiques en sensibilisant les femmes dans la banlieue, les femmes dans les groupements féminins.
nous allons aussi faire une plaidoyer vers les autorités locales et les autorités étatiques. Devant l'assistance, le premier policier de la nation se met dans la peau d'un pédagogue. La meilleure solution est de suivre à la lettre la maxime « mieux vaut prévenir que guérir ». De la cuisine à la salle de bain, des chambres des enfants au garage, du séjour à la cour, du jardin aux escaliers, il est recommandé à chaque parent, surtout aux femmes qui sont les gardiennes du temple, de faire ce qu'on appelle le tour du propriétaire pour s'assurer d'avoir pris toutes les précautions nécessaires pour protéger les plus vulnérables de la famille. Une foire sur la protection civile, une innovation majeure qui va durer 72 heures. L'objectif principal, sensibiliser sur les dangers inhérents aux accidents domestiques. Pour joindre l'utile à l'agréable, le groupe Kocc Barma de Rufisque s'est bien illustré. Mais quand un bombé de Guédiawaye se surpasse, tout se passe de commentaires. Voilà, nous parlons toujours de la journée mondiale de la protection civile. Le thème de cette édition 2012 est prévention des risques et gestion des catastrophes, montée en puissance vers la résilience. Pour l'occasion, le rapport sur l'état de la protection civile au Sénégal a été présenté au public. Le tableau est sombre, beaucoup de risques guettent les populations au quotidien. La direction de la protection civile appelle les autorités à réagir au plus vite pour une bonne prévention des catastrophes. Claire Diop. C'est un document de 260 pages réparti en 3 grandes parties que sont le cadre stratégique et politique, le cadre institutionnel et réglementaire et les différentes catégories de risques qui est présenté aux acteurs, autorités et partenaires. Le rapport peint l'état des lieux de la protection civile au Sénégal. Beaucoup de manquements ont été notés, d'où l'urgence de renforcer la structure pour la réussite de sa mission. Nous n'avons pas de moyens d'action pour obliger les personnes ou les entreprises à réaliser ces prescriptions. Nous ne pouvons que demander. Donc c'est ce que nous faisons. Nous formulons nos prescriptions et nous les transmettons à qui de droit. Ça peut être des ministères, ça peut être des maires, ça peut être des chefs d'entreprise. Maintenant, à eux de les exécuter. Mais s'ils ne les exécutent pas, nous n'avons pas un moyen d'action, de répression pour les obliger à exécuter ces. C'est une insuffisance et heureusement, le ministre s'est engagé à ce qu'on réfléchisse dans la réglementation pour améliorer donc cet aspect-là et aller même vers une codification. La protection civile a différents axes d'intervention: prévention, préparation des acteurs, réponse d'urgence, relèvement, réhabilitation et recommandations. Dans le rapport, tous les paramètres ont été pris en compte pour une meilleure prévention des risques de catastrophes dans tout le pays. Notre devoir vis-à-vis de ce rapport est de se l'approprier, de l'exploiter à tête reposée, de lire les lignes et entre les lignes, de prendre conscience des risques, mais surtout d'agir. Il ne faut pas attendre que le drame se produise que par la faute d'un individu ou d'un groupe pour la défense d'un intérêt ou d'une dîme. Des milliers de vies soient sous la menace permanente d'une disparition brutale. L'expérience du Sénégal en matière de protection civile sert d'exemple à beaucoup de pays en Afrique. Cependant, le cadre juridique doit être mis à jour pour une gestion conséquente des nouveaux défis de l'heure. Cela devrait permettre une meilleure sécurisation des personnes et des biens. Et nous parlons santé, maillon essentiel de la chaîne de soins. Les infirmières et infirmiers veulent combler les écarts dans le domaine sanitaire par des actes. Parmi ces actes, le recrutement des sortants des écoles, de meilleures conditions d'exercice et la création d'un ordre. Autant de questions qui ont été soumises à l'autorité à l'occasion de la journée internationale consacrée à ces personnels de santé. Oumar Diaw. Dans les hôpitaux et les centres de santé, infirmiers et infirmières secondent efficacement les médecins. Dans les postes de santé, ils prennent en charge les malades et, si nécessaire, réfèrent vers un niveau supérieur. Un personnel presque tout le temps sur la brèche, pour lequel s'arrêter une seule journée est difficilement envisageable. Le thème retenu de cette année, combler l'écart des preuves aux actes, démontre une fois de plus le rôle important joué par les infirmiers pour l'accès des populations à des soins de qualité équitable. La célébration de cette journée a donné à ce corps, aux premières lignes du combat contre les maladies, une tribune de libre expression. Les préoccupations sont nombreuses, même si des acquis ont été notés tout au long de la vie de l'association. Nous avons mis sur orbite l'ANDES en 1965 lors d'un congrès mémorable à Diourbel. En son temps, le plus souvent les infirmiers d'État étaient nommés
chefs de circonscription médicale parce qu'il manquait de médecins. Dans le cahier de doléances figurent en bonne place les conditions de travail, la formation, la réglementation, le manque de moyens et les sous-effectifs. Le développement du secteur privé de la formation a permis au Sénégal de mettre chaque année sur le marché plus de 300 infirmiers d'État diplômés. Et l'absence d'initiative pour employer ces compétences dessert le système de santé qui a besoin d'eux, surtout pour l'atteinte des OMD. Pour empêcher l'usurpation du métier et sa pratique illégale, les membres de cette corporation réitèrent la création d'un ordre. Le niveau central mesure à sa juste valeur le maillon que constituent les infirmiers dans la chaîne de soins. Les infirmiers et les infirmières sont le groupe au plan professionnel qui est au devant de la scène et qui est souvent le premier contact des malades quand ils arrivent dans des structures sanitaires. Les problèmes dans la profession sont multiples. Leur résolution passe plus par des concertations lucides que des promesses démagogiques. Je n'ai fait effectivement aucune promesse parce qu'il faut d'abord étudier tous les dossiers, mais le fait simplement que ce soit posé, c'est déjà un premier pas et qu'il y ait une certaine compréhension déjà. Nous travaillerons ensemble pour trouver les solutions. En tant que premier recours des malades, dans de très nombreux cas, les infirmiers doivent être placés dans des conditions acceptables de travail pour délivrer des soins de qualité. Ils doivent aussi, dans le cadre de la formation continue, mettre à jour leurs connaissances pour mieux faire face aux exigences sanitaires de plus en plus grandes. Omar Diaw, le PAM, Programme alimentaire mondial, vole au secours du village de Neteboulou dans la région de Tambacounda. Donc, c'est dans la région de Tambacounda, Neteboulou. Donc, un stock céréalier de 13 tonnes a été mis à la disposition des habitants. Une opération qui intervient dans le cadre de la redynamisation des banques de céréales dans les zones à haut risque d'insécurité alimentaire. Reportage signé Aram Dao. L'alerte avait été donnée au mois de février. Le village de Neteboulou souffrait atrocement d'insécurité alimentaire. Pour survivre, les mères de famille étaient obligées de se rabattre sur des fruits et des légumineuses presque sauvages. En réponse à cette crise alimentaire, le PAM et ses partenaires sont venus renflouer la banque de céréales du village. Il y a 3 jours à 5 jours qu'ils ne sont pas mangés. Les enfants sont en train de pleurer. Maman, je ne mange pas. Maman, je n'ai pas mangé. Aujourd'hui, on est contente. Les enfants aussi sont contents. Parce qu'il y a le riz dans le magasin, tout le monde voit. Et puis demain, on partage, on commence à manger. 13 tonnes de riz pour Neteboulou, l'appui du PAM est conséquent. Le village, situé à 28 km de Tambacounda, est affligé depuis 2009 par une série de catastrophes naturelles. Neteboulou est à 3 km du fleuve Gambie. Donc quand le fleuve déborde, ça fait que on a eu des sangs ravagés par ces inondations-là. En 2011, encore, il y a un autre phénomène qui est le déficit pluviométrique. L'insécurité alimentaire guette 100 autres villages du Sénégal. Le PAM a prévu de voler à leur secours. On va aller à Bignona. Ce vendredi, on va lancer les bons d'achat alimentaires à Bignona pour assister à peu près 3000 ménages à Bignona. Après ça, on va continuer à Ziguinchor, on va continuer à Dewan. Alors c'est vraiment comme une campagne d'assistance. En plus de faire face à la soudure, les banques de céréales constituent un frein contre les pratiques spéculatives. Un tel outil doit être géré de la manière la plus responsable qui soit. Les autorités agricoles l'ont fortement recommandé aux habitants de Neteboulou. Le CILS, Comité interétat de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, en partenariat avec la CEDEAO, a organisé un atelier de formation de 2 jours destiné aux responsables des systèmes d'alerte précoce et d'information sur les marchés des pays membres. Il s'agit d'améliorer et de rendre plus efficaces les informations sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, une initiative soutenue par la FAO et le Programme alimentaire mondial d'Ibidja. Lier la prise de décision à une information pertinente pour améliorer la sécurité alimentaire dans les pays sahéliens,
Voilà les défis que compte relever le comité interétat de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. À cet effet, il a organisé un atelier de formation sur les techniques rédactionnelles de l'information sur la sécurité alimentaire. Le système d'alerte précoce, c'est un dispositif qui est mis en place pour centraliser d'abord l'information sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et pour ce faire, le système informe les acteurs, c'est-à-dire les décideurs politiques, les partenaires au développement, le secteur privé, les commerçants et les populations sur l'évolution de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les responsables des systèmes d'alerte précoce et d'information sur les marchés des pays membres ont été dotés d'outils visant à rendre plus efficaces leurs actions. Autre point essentiel, rendre davantage accessible le bulletin trimestriel d'information sur la sécurité alimentaire. On constate que dans cette division des informations, parfois les gens mettent beaucoup de littérature, beaucoup de terminologie qui ne sont pas maîtrisées par le public, donc on cherche à informer. Et par rapport à ces différentes cibles, on est en train de voir comment faire une formation qui consisterait à donner une information qui serait utile et accessible à toutes les cibles que nous voulons atteindre. Cette formation vise la mise en œuvre d'actions de sécurité alimentaire coordonnées entre les pays membres du SILS. 6 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'UEMOA met à la disposition des PME des pays membres. Cette information a été rendue publique au cours d'un séminaire qui vient de réunir acteurs du secteur privé et les organismes d'encadrement de la petite et moyenne entreprise, compte rendu à la San Diego. Parce que partout ailleurs, au sein de l'espace de l'UEMOA, la PME représente plus de 90% du tissu industriel moderne. Parce qu'également, la petite et moyenne entreprise est la principale pourvoyeuse d'emplois et de richesses au sein des économies de l'Union. L'UEMOA, par le biais du département en charge du développement de l'entreprise, vient de s'engager dans la mise en place d'un dispositif institutionnel d'exécution de programmes d'action pour la promotion et le financement de la PME. Ce programme d'un montant de 6,7 milliards de francs CFA sur les 3 prochaines années s'avère indispensable et s'avère important, mais aussi va présenter des limites, car les besoins en financement de nos économies sont énormes. Mais il faudrait lancer ce programme et le secteur bancaire va être associé. En faisant du financement de la petite et moyenne entreprise une priorité, l'instrument sous-régional en charge de l'intégration des économies des pays membres a compris que l'accès au financement était le talon d'Achille des politiques industrielles en cours. Nous voulons préparer simplement ces PME et PMI dans des conditions qui favorisent leur accès. Il ne s'agit pas de leur donner des ressources aux banques. Côté bénéficiaire, on se félicite de cette initiative tout en mettant l'accent sur les priorités. Ce que nous voulons, c'est renforcer la formation professionnelle de nos employés, de nos services d'encadrement. Les grandes entreprises ont des limites objectives de création d'emplois. Mais la PME, de par la multiplicité des structures, de par sa dissémination sur l'ensemble du territoire, est capable donc, de donner une chance à chaque Sénégalais et à chaque Sénégalaise pour être employeur ou employé. Pour rappel, ce séminaire organisé avec le soutien du CDE, le Centre pour le développement des entreprises, coïncide avec une mission circulaire de suivi, d'information et de sensibilisation effectuée au Sénégal par le commissaire de l'UEMOA en charge du département du développement des entreprises. Avant son départ pour la Guinée-Bissau, Guy Amédée Adjenoun était hier l'hôte de Matassi Diallo, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Le FOGECA à Ouagadougou, le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique, se veut un outil de promotion de l'économie africaine. La délégation conduite par Amadou Diagne a été reçue par le président de la commission de l'UEMOA, Agibou Soumaré. Les membres du FOGECA ont aussi été au ministère des Affaires étrangères et à la prémature. La délégation était composée de Sénégalais, de Béninois, de Nigériens, de Marocains et de Burkinabés. Compte rendu de ces audiences avec Aboubakri Kane. Au pays des hommes intègres, la mission du FOGECA a été riche en rencontres et échanges avec des responsables de secteurs clés dans le processus de développement et d'intégration. Au siège de l'UEMOA, le président de la commission a reçu la délégation conduite par Amadou Diagne. Avec Agibou Soumaré, les discussions ont essentiellement tourné autour de l'intégration économique. Le président de la commission ne doute pas de l'apport du FOGECA dans la politique d'intégration.
Il a aussi prodigué des conseils à la délégation. Il nous a rassuré de la disponibilité de l'UEMOA à nous accompagner. Et c'est à nous maintenant de prendre notre part de responsabilité en tant qu'opérateur économique mais il nous a demandé d'être compétitifs quand même pour que les échanges inter-africains, les échanges inter-pays africains soient véritablement une réalité. Au ministère des Affaires étrangères, en l'absence du chef de la diplomatie, la délégation du FOGECA a été reçue par le ministre délégué chargé de la coopération régionale. Au menu des discussions, l'intégration à la base avec un rôle clé dévolu aux opérateurs économiques. Le ministre voit en cette structure un espace intégré d'échanges intracommunautaires pour un développement économique durable. Il est indispensable que les États travaillent ensemble, mais il est indispensable aussi que les États travaillent avec les autres acteurs. Les acteurs du secteur privé, que sont les hommes d'affaires, sont les premiers acteurs d'une véritable intégration de nos économies. Dans cette perspective-là, il est indispensable pour nous de travailler avec eux. Donc, au niveau du Burkina, nous ne pouvons que saluer l'avènement du FOGECA. À Ouagadougou, les membres du forum ont également été au premier ministère. Devant Luc Adolphe Thiaw, Amadou Diagne a décliné les objectifs et les orientations du FOGECA qui se veut un cadre de promotion économique. Notre objectif, c'est la promotion de l'économie en Afrique. Créer des entreprises africaines, créer un cadre de réflexion entre le secteur privé africain, faire de sorte que nous puissions nous retrouver autour de l'essentiel pour participer au développement économique de notre continent. Je suis très content d'avoir compris que M. le Premier ministre et son gouvernement sont disponibles à nous accompagner pour la réalisation de nos objectifs. Le chef du gouvernement burkinabé apprécie la démarche du forum et l'encourage à aller de l'avant, en ce sens qu'il aide les gouvernements à améliorer leurs politiques économiques. Le forum s'inscrit parfaitement dans les objectifs de l'intégration, que ce soit au niveau de l'UEMOA, que ce soit au niveau de la CEDEAO. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, il est bon de mettre en synergie l'ensemble des acteurs du secteur économique, notamment du secteur privé. Et souvent, nous sommes côte à côte et ignorons ce que nous faisons. Et je crois que donc, de ce point de vue, le forum donc, apporte une innovation parce que pouvons mettre en relation les opérateurs économiques, mais aussi pouvons aussi apporter une expertise pour aider les gouvernements à améliorer davantage leur politique économique. Des différentes rencontres, les hommes d'affaires et opérateurs économiques qui constituent la délégation du FOGECA ont retenu bien de choses. Ils entendent approfondir la réflexion entre le secteur privé africain et décideurs pour jouer pleinement leur partition dans le développement économique du continent. Dans nos prochaines éditions, notre reporter Aboubakry Kane reviendra sur les autres aspects de cette visite. Passation de pouvoir après la formation du nouveau gouvernement dirigé par Jean-Marc Ayrault. Nous sommes en France, une atmosphère détendue, parfois empreinte de solennité. Pour rappel, le gouvernement compte 34 ministres, 17 hommes et 17 femmes. Ce matin, il était pourtant arrivé très en avance. Mais la palme de la passation de pouvoir la plus improvisée revient sans conteste à Arnaud Montebourg. Tout le personnel est au garde à vous, mais Éric Besson, son prédécesseur, n'est pas là. M. Besson est parti aux États-Unis. Personne non plus pour lui montrer son nouveau bureau. Je ne sais pas, c'est compliqué, vous savez, toutes ces histoires. Au Quai d'Orsay, siège de la diplomatie française, aucun problème de protocole. Passation de pouvoir beaucoup plus classique entre Laurent Fabius et Alain Juppé, qui partagent la même longue expérience des palais de la République. Ce poste est probablement celui que vous avez le plus aimé. Je pressens qu'il en sera de même pour moi. Une complicité qui contraste avec l'ambiance Place Beauvau, de loin la plus crispée. Fait très rare, Manuel Valls n'hésite pas à critiquer la politique de Claude Guéant. Il n'y aura ni angélisme, ni course effrénée aux chiffres, ni stigmatisation de communautés d'une catégorie par rapport à une autre. Notre pays a besoin de tempérance et de mesure. À Bercy, en revanche, ambiance nettement plus détendue entre François Baroin et Pierre Moscovici, nouveau ministre de l'économie. On m'a souvent demandé avec qui vous entendez-vous bien à droite. Je réponds François Baroin. Et vous, monsieur Baroin, vous êtes confiant ?
Enfin, entre Valérie Pécresse et Najat Vallaud-Belkacem, la passation de pouvoir aura même été franchement bienveillante. L'ancienne porte-parole du gouvernement n'hésite pas à donner quelques conseils à sa jeune remplaçante. Je lui dirais le moins de langue de bois possible, mais aussi le moins de bêtises possible. Et comment on fait ça, Madame Pécresse? Concilier les deux, c'est le plus difficile. Comment vous recevez ce petit conseil de Madame Pécresse? Avec intérêt. C'est l'expérience qui parle. Une bienveillance qui sera forcément de courte durée. Demain, c'est promis, chacune reprend son rôle. Premier conseil des ministres et première mesure, François Hollande avait promis une république exemplaire. Eh bien, une charte de déontologie a été adoptée. C'est une grande première. Chaque ministre l'a signée. De quoi s'agit-il? Que dit le texte précisément? Voici l'élément de réponse. Ils viennent tous de signer le code de déontologie durant le Conseil des ministres. Une charte en 5 points pour que le gouvernement ait une attitude exemplaire. Elle a été lue par le président de la République et elle a été signée, je pense, par l'ensemble des ministres présents. Est-ce que vous l'avez? Merci. Non, je ne l'ai pas, on l'a remis au secrétaire général de l'Élysée pour qu'il vérifie les signatures de chacun. Certains aspects de la charte visent directement à ne pas reproduire des erreurs récentes. Par exemple, les membres du gouvernement s'abstiennent de donner suite à toute invitation privée qui émanerait d'un gouvernement étranger. François Fillon avait accepté l'invitation d'Hosni Moubarak à prendre quelques vacances en Égypte. Les dégâts politiques avaient été conséquents. Les nouveaux ministres s'abstiennent absolument de toute intervention concernant la situation d'un membre de leur famille ou d'un de leurs proches. Se prémunir ici contre une affaire Woerth, accusée d'être intervenue pour avoir facilité l'embauche de sa femme, une affaire qui a beaucoup gêné le gouvernement. Se protéger aussi contre une affaire Roland Dumas, certes blanchie, mais ses chaussures offertes, 1 500 €, avaient entaché la réputation du ministre. Donc, tout cadeau de plus de 150 € sera remis au domaine. Il y a beaucoup de vent. Il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à ce qui est déjà pratiqué dans les lois de la République. Il y a des effets d'annonce, on est en campagne législative, voilà. Les ministres pourront débattre entre eux, mais une fois que la décision est prise, c'est le principe de solidarité qui s'applique. L'axiome chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, est devenu une règle. Enfin, dernier point, les membres du gouvernement privilégient le train et le respect du code de la route, comme François Hollande le jour de son investiture, qui s'arrêtait au feu rouge. Fin ce matin de la rencontre interrégionale sur les préparations nationales pour Rio + 20, de fortes recommandations ont été formulées pour faciliter le processus de négociation en cours pour une meilleure mise en œuvre du développement durable. La cérémonie de clôture a enregistré la présence de Brice Laloud, coordonnateur exécutif de Rio + 20, Ibrahima Fall Junior. Après 3 jours d'intenses réflexions, ces experts et autorités venus de plusieurs régions du monde ont finalement formulé quelques recommandations allant dans le sens d'améliorer la mise en œuvre du développement durable. Cela devant le coordonnateur exécutif de Rio + 20, Brice Lalonde, venu échanger des informations avec les membres de ce panel de haut niveau, mais également pour rencontrer le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, puisqu'aujourd'hui le Sénégal est considéré par les Nations Unies comme champion en matière de démocratie. Un atout qui concourt à la bonne gouvernance en matière de développement durable. Cela dit, il est à noter quelques obstacles à la réussite de Rio + 20. D'abord sur les thèmes centraux, à savoir l'économie verte qui n'a pas encore une définition consensuelle, la bonne gouvernance du développement durable qui devra statuer sur l'avenir d'organisations comme le Programme des Nations Unies pour l'environnement, la Commission économique et sociale des Nations Unies et la Commission du développement durable des Nations Unies, entre autres. Dakar n'aura pas livré tous ses secrets, mais au moins la position africaine reste claire. Une chance pour l'Afrique puisqu'il s'agit de prendre un grand virage pour l'économie mondiale et notamment tenant compte bien davantage du capital humain des hommes, de leur société et du capital naturel. Et un continent comme le continent africain, richement doté de ressources naturelles et humaines, sera sans doute un des bénéficiaires de ce grand virage. Il faudra simplement que l'Afrique se fasse entendre fortement à Rio et parle d'une seule voix. Et ce séminaire, cette rencontre de 2 jours était extrêmement importante dans cette perspective. Quant aux autorités sénégalaises, elles se félicitent du choix de Dakar et réitèrent leur engagement dans le cadre du groupe africain, tout en soutenant l'économie verte comme nouvel outil de mise en œuvre du développement durable. Son Excellence M. Macky Sall, président de la République, chef de l'État, nous a instruits pour que toutes les dispositions soient prises
avec la société civile, et je voudrais remercier au préalable l'honorable député, pour que toutes les dispositions d'usage soient prises pour une participation de qualité du Sénégal et de l'Afrique à ce sommet de Rio, pour qu'ensemble, la communauté internationale s'accorde sur les conditions et la gouvernance d'un développement plus durable. Malgré les difficultés notées ça et là dans le processus de négociation en cours, l'espoir n'est pas encore perdu. 41 229 750 francs, c'est le montant reçu par les pêcheurs de Mboro Ndendekat sur mer, dont le matériel avait été endommagé par des chalutiers étrangers. C'est le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes qui a remis l'enveloppe. Pape Diop en a profité pour visiter les sites de débarquement de produits halieutiques de Fass Boye et Kayar. Moussa Mané. Mboro Ndendekat sur mer, un site de débarquement. Il y a quelques mois, ces pêcheurs étaient victimes de la concurrence des chalutiers étrangers. Il s'en est suivi une destruction de matériel de pêche. Aujourd'hui, ils retrouvent le sourire grâce à cette compensation financière de 41 219 750 francs. Notre problème vient des chalutiers étrangers. À chaque fois, ils charrient et détruisent les pots installés en mer. J'ai fait des réclamations au niveau des autorités compétentes et ces dernières ont fait le nécessaire pour demander réparation. Nous sommes donc vraiment satisfaits et nous les remercions pour l'acte. Saluant le dynamisme des acteurs, le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes a réaffirmé l'option du gouvernement de moderniser le secteur. Ceci passe d'abord par la mise en place d'infrastructures de qualité, de normes d'hygiène et de sécurité, entre autres. Il va de l'intérêt des pêcheurs pour le ravitaillement national, mais également pour l'exportation de nos produits. Parce que vous savez, partout où on est passé, on a parlé d'hygiène, des conditions de travail, et aujourd'hui, nos partenaires, les clients à l'extérieur sont très exigeants en matière d'hygiène et de sécurité. Je pense que donc, après le tour d'horizon de tout cela, nous allons retourner donc pour pouvoir faire des avancées. Auparavant, Pape Diouf et sa délégation se sont rendus à Fass Boye, un autre site de débarquement en manque d'infrastructures. Occasion pour l'interprofession des pêcheurs, mareyeurs et femmes transformatrices de produits halieutiques de poser des doléances. Le ministre a clôturé sa visite à Kayar, un site de débarquement par excellence. Ici, les pêcheurs se félicitent des mesures prises sur les chalutiers étrangers. Conséquence, le capitaine est débarqué à quai. Pour atteindre la sécurité alimentaire, le privé national investit dans la riziculture à travers son projet risicole de Ronk dans le département de Dagana. L'homme d'affaires Serigne Mboup veut contribuer à la réalisation de l'autosuffisance en riz avec un objectif de 30 000 tonnes dans le long terme. Le projet ambitionne de produire des quantités de riz suffisantes pour la consommation locale. Reportage de Amadou Aramtiam. Des aménagements à perte de vue, le vert des semis augure déjà des résultats du projet Coderie de Ronk. Au regard du volume de consommation de riz, la production actuelle par an est loin de combler la demande intérieure. En investissant dans la riziculture, l'homme d'affaires Serigne Mboup fait un pari sur l'autosuffisance alimentaire. L'investissement aujourd'hui tourne à peu près d'1 milliard d'investis. Vous savez bien que ce n'est pas facile d'investir 1 milliard sur des machines et la terre. Mais sachez que si on dit 30 000 hectares, c'est peut-être plus de 20 ou bien 30 milliards. Mais nous savons, nous pouvons le faire, mais étape par étape. Outre le personnel recruté, le domaine dispose d'un chenal de 11,5 km tiré du fleuve Sénégal. Avec un objectif à long terme de 30 000 hectares, le projet intègre aussi la pisciculture. Sur 1000 hectares aménagés, seuls 200 hectares sont exploités pour la culture de contre-saison. L'année passée, on a fait des variétés, quand même, on a fait une simulation sur plusieurs variétés. On a fait des variétés qui ont tourné avec des rendements de 7 tonnes à l'hectare. Et donc, on a repris ces variétés-là pour pouvoir faire une production normale. Même s'il est venu en tant que citoyen de la région intéressé par ce qui s'y fait, le ministre de l'Aménagement du territoire apprécie la haute portée de cet investissement. Un sentiment partagé par des agriculteurs et guides religieux qui ont fait le déplacement de Ronk.
Je voudrais, à titre personnel, seulement dire et magnifier le sacrifice et surtout l'esprit de suite et l'effort qui est fourni par le privé du Sénégal. Ce genre d'investissement est à encourager. J'ai dit tout à l'heure que j'avais un petit brin de regret parce qu'on aurait pu, depuis fort longtemps, développer le secteur rizicole pour que le Sénégal puisse s'autosuffire en matière de riz. Le Sénégal n'est pas autosuffisant et l'importation du riz des pays à forte démographie ne peut prospérer à long terme. Avec l'eau, la terre et le soleil dont il dispose, le pays peut effectivement produire les 400 à 500 000 tonnes importées chaque année. C'est une question de volonté et le privé national s'engage déjà dans cette voie. Amadou Aramtiam, quel rôle les jeunes peuvent jouer dans l'agriculture? C'est autour de cette question qu'une étude a été réalisée dans 11 fermes du plan REVA, une étude du projet Future Agriculture d'un institut de développement durable d'Angleterre. Les études, donc les cas étudiés, ont montré que l'agriculture est un moyen efficace de revalorisation du statut social de beaucoup de jeunes. La restitution des résultats a eu lieu ce mercredi. Oumou Kalsom Sall. Environ 52% de la population sénégalaise sont des jeunes. Ils représentent aussi 60% du total des chômeurs. Des études ont montré que cette population active jeune sera de plus en plus importante. Aujourd'hui, il s'agit de voir comment ces jeunes pourraient être plus engagés dans l'agriculture. Le projet Future Agriculture, avec une étude réalisée dans des fermes du plan REVA, a démontré que les jeunes s'épanouissent grâce à des ruptures opérées dans ce domaine. Avant, les gens ils travaillaient juste pendant une période de l'année. Avec le plan REVA, on a vu que les jeunes engagés pouvaient travailler durant toute l'année. La deuxième rupture elle est relative à la possibilité pour les jeunes d'obtenir des gains extrêmement importants. Alors la troisième rupture, c'est celle qui consiste à voir que les jeunes expérimentent des techniques agricoles qui sont très modernes. Toutes ces conditions font que les jeunes sont maintenant dans une posture où ils peuvent repenser positivement l'agriculture. Considérée par certains comme un métier pénible et ingrat, l'agriculture est pourtant une opportunité pour beaucoup de jeunes. De cette étude, 3 catégories se dégagent. Au groupe de jeunes que je considère comme étant des irréductibles qui, malgré tous les investissements faits par le plan REVA, considèrent que l'agriculture est un tremplin. C'est juste un métier par défaut. Au second groupe de jeunes qui pensent que l'agriculture, on peut y envisager un avenir, mais moyennant certaines conditions. Et en fait, un dernier groupe conquis par le plan REVA. Cette étude a concerné 11 fermes du plan REVA. Les résultats constituent une véritable contribution pour la nouvelle politique agricole. Cette étude nous permet d'avoir un œil extérieur. Et donc, c'est une base sur laquelle l'agence compte s'appuyer également pour améliorer nos façons de faire. Si aujourd'hui nous entamons une réflexion pour rendre beaucoup plus cohérente notre politique de développement agricole, je pense que le fait de se retrouver avec une étude qui parle de jeunesse et agriculture, je crois que il n'y a pas meilleure contribution que cela. Plus satisfaire les jeunes à travers le travail agricole est la principale recommandation de cette étude. Pour cela, il faudra rompre avec les pratiques archaïques et juste moderniser l'agriculture en moyen d'assurer aux jeunes qu'il est bien possible de subvenir à leurs besoins grâce à l'agriculture. Après des années d'études en France, ils reviennent au pays pour contribuer au développement du Sénégal. Il s'agit d'Abdoulaye Ly et Hassan Goumbélé, cofondateurs de Nafio. Ils ont lancé les activités de leur société en présence de notre reporter Ibrahim Ndaw. Nafio, il ne s'agit pas là du bonjour en langue sérère, mais plutôt le nom d'une société qui sera implantée au Sénégal. Malgré les dizaines d'années passées dans l'Hexagone, le cœur n'a jamais cessé de battre pour leur patrie. Ces Sénégalais de souche reviennent au bercail pour participer au développement de leur pays. Nous pensons qu'aujourd'hui, le monde de la technologie doit compter avec l'Afrique, avec le Sénégal, et que nous sommes d'abord Sénégalais, et nous avons pensé qu'il était plus intéressant, en tout cas en termes d'image pour l'Afrique, que la technologie dorénavant vienne d'Afrique et pas forcément soit importée d'ailleurs. C'est des produits tout à fait innovants qui pourraient éventuellement répondre aux besoins des Sénégalais dans un futur proche. Donc des produits qui vont de l'éducation jusqu'au système de paiement. Donc la panoplie est vraiment large.
Nafio est une entreprise qui reflète l'expertise africaine. Les responsables parlent d'une technologie au service de l'humanitaire. Nous proposons plusieurs solutions, dont le Nafio Smart. Donc Nafio Smart, notamment le logiciel qui permet de lutter contre la pédophilie. Donc c'est Top Parental qui a été téléchargé des milliers de fois en France. Et donc ce service, on l'a su proposer à beaucoup d'écoles en France. Et donc ce système, on va aussi l'implanter au Sénégal, notamment dans les écoles. Donc ça permet de lutter efficacement contre la pédophilie. Sur le côté scolaire, Nafio a aussi développé un système de suivi de notes, donc qui permet à tout un chacun de pouvoir suivre l'état des notes de son enfant. Donc c'est un système qui est très simple, il suffit juste de requêter avec son portable, d'envoyer un SMS et en retour, instantanément, vous avez les notes de votre enfant. Les fondateurs ont abattu un véritable travail de titan pour réussir leur mission. 12 mois durant lesquels Abdoulaye Ly et Hassan Goumbele se sont surpassés pour la mise en place de leur projet. Dans l'actualité sociale, va-t-on vers la fin du calvaire des travailleurs du nettoiement de Dakar? En tout cas, c'est ce qui ressort de leur journée d'études et d'évaluation. Ces 343 agents de Veolia, désormais transférés au ministère de l'Environnement, se disent très satisfaits de leur intégration. Reportage Claire Diop. C'est au total 343 agents du nettoiement de la commune de la Médina qui viennent d'être transférés à l'unité de coordination des déchets du ministère de l'Environnement. En journée d'études et d'évaluation, ces travailleurs remercient les nouvelles autorités pour la prise en compte de leurs préoccupations. Nous sommes contents de ce reversement parce qu'on a des acquis. Bon, déjà, on nous a fait des banquiers. Nous sommes à la banque. Auparavant, nous n'étions pas à la banque, on nous a payé par billetage. Et maintenant, aujourd'hui, si on a ces acquis-là, je dis grâce au bon Dieu. Parce qu'aujourd'hui, normalement, le ministre nous a pris en charge. On est directement au ministère. Et aujourd'hui, vraiment, on a vu des avantages là-dessus. Ces avantages que nous avons vus là-dessus, aujourd'hui, tout le monde est devenu frère et sœur. Donc, on a un collectif qu'on n'est pas en train de regretter. Parce qu'aujourd'hui, tous nous sommes une famille entière. L'évaluation nous a permis de se rendre compte que toute la plateforme revendicative qui a été déposée par le collectif du personnel de Veolia a été entièrement satisfaite. Aujourd'hui, l'ensemble des points ont été résolus. Le premier point était donc de reprendre le personnel et de les doter de contrats à durée indéterminée. Aujourd'hui, tout ce personnel est repris par l'État avec des contrats à durée indéterminée. Tout ce personnel bénéficie d'une prise en charge médicale dorénavant, dans la mesure où l'État a déjà donc payé les droits d'adhésion à la mutuelle de santé des travailleurs du nettoiement. En plus de leur réintégration, des facilités leur ont été attribuées quant au mode d'adhésion et de fonctionnement de leur mutuelle. Que depuis le début des prises en charge en 2010, l'employeur cotise au même titre que l'adhérent. Cela veut dire que la cotisation elle est mensuelle, elle est à hauteur de 2500. Ainsi, fini les tracasseries habituelles, l'heure est au travail, objectif rendre la capitale propre. Commémoration de la disparition de Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma, la communauté mouride se souvient de l'œuvre du marabout. Une journée de prière marquée par des récitals de Coran en présence des autorités politiques, religieuses et coutumières. Compte rendu signé Moussa Mané. Par un récital de versets de Coran, mais également des prières à l'endroit de nos illustres disparus. Les musulmans dans leur ensemble ont communié, prié pour un Sénégal de paix et de prospérité. Le gouvernement du Sénégal était représenté par le ministre des Transports et des Infrastructures. Mor Ngom a salué cette belle communion des cœurs et des esprits. Il a également remercié les organisateurs pour cette journée dédiée à Gaïndé Fatma, mais aussi pour les illustres disparus du Sénégal. Une initiative du griot de Serigne Touba en la personne de Abdoulaye Mbaye Père. Ce dernier compte renouveler cette journée l'année prochaine. Lumière, c'est le titre de l'exposition qui réunit depuis ce mercredi au Méridien Président les artistes plasticiens Abderrahmane Ouedran du Maroc et Khalidou Kassé du Sénégal dans le cadre des OFF de la 10e Biennale d'art africain contemporain. L'événement est la première collaboration entre les deux artistes qui, malgré des difficultés culturelles, ont su trouver des atomes crochus et Oma Oumindour.
Avec cette première exposition commune, c'est une ode au métissage et au brassage culturel entre le Maroc et le Sénégal que nous offrent Abdrahmane Wardan et Khalilou Kassé. L'art est le cordon ombilical entre les peuples. Dans les pigments et coloris utilisés, dans les histoires de voyage, d'exil ou de recherche d'un meilleur ailleurs racontées, quelque chose nous dit que dans leur pérégrination, les ancêtres peuls de Khalilou Kassé ont certainement dû croiser ceux berbères de Wardan. Quelque part, nos histoires, évidemment, se conjuguent, qu'on le veuille ou non. Nous partageons énormément de choses communes. Lorsque les deux artistes se sont connus, Kassé, le pinceau du Sahel, travaillait encore sur la porte du voyage sans retour de Gorée, dans une série dénommée Les Portes de l'Espoir. 2 ans plus tard, cette rencontre a donné naissance à l'Expo Lumière, qui, au-delà de l'esthétisme, nous entraîne sur les chemins de la sagesse. Nous sentons 3 lumières que nous recherchons dans notre vie. C'est la lumière du cœur, de l'esprit et de son chemin. Et ces 3 choses nous renvoient vers la générosité. Et là, qui dit générosité dit espoir. Donc c'est pour cela que ce qui nous réunit à travers cette exposition. Khalilou Kassé et Abdrahmane Wardan se retrouvent en octobre au Maroc pour un projet dénommé le Printemps des Arts, en écho à un autre printemps plus politique. C'est un événement qui met en contact des artistes plasticiens d'Afrique et d'artistes plasticiens du Moyen-Orient. D'ici là, Kassé aura bouclé avec ses tapisseries et peintures une tournée dans la sous-région ouest africaine. Prochaine étape pour lui, après ses offres de la 10e Biennale d'art africain contemporain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir. Avec Orange, SMS 10 francs. Lolo neex na de.